connexions sont établies avec nos différents territoires. Je prends ça pour un oui. Est-ce que vous pouvez donner le top départ de l'ouverture dès que la visio est ouverte? C'est ouvert? Nous, on peut... Alors bonjour et bienvenue à vous tous, très nombreux et présents sur l'ensemble des Outre-mer. Vous êtes plus de 200 connectés et nous invités également présents dans cette salle pour cette séquence phare consacrée aux grands enjeux actuels du tourisme en Outre-mer, pour l'installation du comité stratégique des Outre-mer et de la présentation du plan Destination France. Le gouvernement l'a promis dans le livret bleu et ce sera donc chose faite aujourd'hui en présence des deux ministres, M. Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour et bienvenue, messieurs le ministre. Merci d'avoir voulu cette séquence. Vous avez effectivement tenu à ce moment de dialogue important sur la situation de nos territoires qui, comme vous le savez, vivent des situations tendues dans des contextes de situations sanitaires particulières. Et dans ce cadre-là, il était important de continuer à échanger tous ensemble et à maintenir le dialogue avec l'ensemble des acteurs et des professionnels du secteur que vous êtes. Pour des raisons pratiques et pour le confort de tous, merci à tous de bien vouloir couper vos micros, vous qui êtes à distance. Et sans plus attendre, je vais inviter le ministre Sébastien Lecornu à ouvrir cette séquence importante sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Oh, je ne m'en rends pas tant. Si, bon. C'est important. Merci à tous, soyez les bienvenus. Format évidemment particulier, toujours à cause du sanitaire, mais très franchement, entre le tenir dans ces conditions et ne pas le tenir, je crois que tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait nécessité de nous retrouver dans ce moment un peu singulier. J'accueille l'ensemble des participants virtuellement ou physiquement, avec évidemment un mot pour mon copain Jean-Baptiste, que je suis heureux d'accueillir ici, parce qu'il est un ministre engagé sur les questions d'outre-mer. Je ne vais pas être trop long, avoir une petite pensée pour celles et ceux qui sont connectés à la Réunion, puisque le phénomène cyclonique n'est pas du tout terminé, et que nous le surveillons de près, et que le préfet de la Réunion, évidemment, nous rend compte en temps réel de ce qui se passe sur place. Je ne vais pas être trop long, mais quelques points. Bon, déjà, c'est compliqué de se projeter et de parler de stratégie touristique si on ne prononce pas le mot sanitaire, parce que ça reste une actualité. Hier, nous avons déclenché l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie, parce que malheureusement, on continue non seulement d'avoir une poussée Omicron, mais on continue de séquencer du variant Delta, donc avec un risque de fragilité importante sur les structures hospitalières, en lit de médecine comme en lit de réa. On le voit bien sur l'ensemble des territoires. Le pic épidémique commence à être derrière nous. Enfin, ça s'appelle quand même encore un plateau particulièrement élevé. J'y reviendrai sans doute dans les échanges. Mais enfin, la question de la vaccination reste évidemment toujours pleine et entière. Elle est posée avec la question des rappels. C'est donc aussi la question de l'obligation vaccinale des soignants qui a quand même donné lieu à des difficultés, on va dire cela comme cela, à l'automne dernier, qui n'a pas été sans impact, évidemment, sur la saison touristique de Noël, notamment pour les Antilles et dans une moindre mesure, en tout cas dans une autre mesure, pour la Guyane. Et puis c'est bien sûr la question des mesures que nous prenons dans les temps à venir, avec toujours cet équilibre subtil entre des mesures de privation collective de liberté qu'il faut éviter, et donc pour cela, le rétablissement de liberté individuelle par la vaccination. C'était le pass sanitaire, c'est désormais le pass vaccinal, mais avec une adaptation particulière en Outre-mer. Et je démarre par là parce que si on a choisi aussi cette stratégie, c'est précisément pour permettre de reprendre une activité économique et encore plus précisément de reprendre une activité touristique. Et quand on enlève les motifs impérieux pour les voyageurs vaccinés, il y a de cela maintenant quelques mois, on le fait au premier chef parce qu'on a l'horizon de la saison de Noël, enfin touristique de Noël, et qu'on se dit évidemment il faut permettre de réouvrir avec aussi tordre le cou de cette affaire de le virus vient toujours de l'extérieur. On voit bien que quand on le documente, c'est absolument pas vrai parce que les circulations du virus, à chaque fois, elles sont domestiques avec malheureusement parfois des défauts de respect des gestes barrières. C'est mon premier point, mais évidemment, je voulais quand même commencer par là parce qu'on n'est pas crédible à se parler de tourisme si on ne traite pas le court terme et si on n'apprend pas à vivre avec ce virus, et pardon de le redire, même si c'est parfois toujours difficile peut-être en Outre-mer de le dire, mais ça passe par la vaccination. La deuxième des choses, mais Jean-Baptiste, mieux que quiconque, dans ses anciens habits toujours actuels sur ses fonctions tourisme et dans ses actuels et nouveaux habits en plus sur évidemment en tant que membre du gouvernement en charge du soutien à l'économie, notamment PME, TPE, etc., il est clair que le quoi qu'il en coûte en Outre-mer a pris une saveur particulière parce que le pari global et national du président de la République, c'est de se dire on soutient une économie, PGE, Fonds de solidarité, chômage partiel, etc. Parce que lorsqu'un opérateur économique est détruit, définitivement, en tout cas, il est encore plus compliqué de le faire renaître. Et c'est encore plus vrai dans les économies insulaires
Et donc, au fond, quand un hôtel-restaurant est fermé, en général, il est fermé durablement et il a un caractère irréversible. C'est vrai dans l'Hexagone, c'est puissance 20 en Outre-mer. Et donc, au fond, je n'ai pas de doute sur le fait que notre stratégie était la bonne. C'est plus de 6 milliards d'euros de mobilisés en tout, tutti frutti, sur les mesures de soutien à l'économie. Et ça nous permet quand même de nous reprojeter avec peu de casse. Je mets des énormes guillemets, je suis prudent. Mais dans les échanges, j'ai aussi envie évidemment de vous entendre sur votre diagnostic. Tout le monde a morflé. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un concours sur celui qui a le plus morflé. Mais enfin, en revanche, qu'est-ce qui est durablement abîmé et qu'est-ce qui peut vite se réparer? Et ça, je pense que nous deux, en tant que membres du gouvernement, on a besoin de vous entendre sur ce volet-là. Troisième chose, et je ne serai pas beaucoup plus long, il nous faut nous projeter, comité stratégique, donc pour pas que ça soit un énième machin qui nous empêcherait de réfléchir au long terme, précisément le but du livre bleu, ça a été rappelé par Marie-Christine, il faut donc se projeter. Moi, je vois plusieurs choses. Déjà, je suis arrivé dans cette maison avec une feuille de route, et Hervé Mariton, que je salue pour avoir occupé ses fonctions ici, le sait, avec cette idée qu'au fond, j'avais le dossier calédonien sur la table et tout un volet relance de l'économie et transformation de l'économie. Je vais y revenir. Il se trouve que dans les faits, j'ai surtout fait le dossier calédonien et la gestion du Covid. C'est comme ça. En juillet 2020, on était loin de se douter que le Delta existerait, que le Micron existerait. Non pas qu'on pensait que l'épidémie était terminée, mais enfin, force est de constater que beaucoup de chantiers, je me suis exprimé, je le referai à la Réunion la semaine prochaine, notamment sur la vie chère, sur un certain nombre de réflexions, notamment sur le fret, etc. On y reviendra, car ça peut concerner vos économies et vos modèles économiques. Ces sujets, bien sûr, se sont retrouvés décalés dans le temps. Et donc, au moment où je vous parle, nous nous projetons. Ça veut dire quoi? En matière touristique, ça veut dire des réflexions sur les clients et sur les cibles. Moi, je serais très heureux de vous entendre dans l'échange là-dessus. On sait très bien qu'on a une cible qu'est le client hexagonal, pour faire vite. Et si on regarde de près à La Réunion, comment s'est passé ces dernières semaines, comme aux Antilles d'ailleurs, il y a des choses intéressantes à regarder, à documenter. Il y a évidemment les touristes affinitaires, dont d'ailleurs la gestion de crise sanitaire n'a pas toujours été simple, parce que revenir en famille, c'est pas du tourisme, enfin en même temps, il y a de la dépense touristique aussi à la clé, et notamment pour les compagnies aériennes, parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler aussi du soutien que l'on a dû apporter à nos compagnies aériennes, et elles ont un rôle particulier, et elles ont aussi connu des fragilités particulières. Il y a aussi un enjeu sur le tourisme dit intérieur. Je sais qu'à La Réunion, pour citer encore le modèle réunionnais, qu'il m'en soit permis de le faire en m'excusant auprès des autres, enfin, beaucoup d'initiatives ont été menées. Et il y a un marché intérieur, et La Réunion, ce sera bientôt 1 million d'habitants. Donc de toutes les évidences, ce marché intérieur, et pas que pour les questions touristiques, on le sait pour les sujets agricoles. Je regarde la préfète Boca parce qu'on fait beaucoup de choses sur le sujet, mais évidemment, ça nous interpelle et on doit avancer. Et puis le tourisme régional. C'est sûr que les fermetures des frontières au Japon fait que plus de noces ou de voyages de noces à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie, ça modifie prodigieusement le business. Donc ça, il est clair que les tourismes régionaux avec des S et des X partout, c'est évidemment un enjeu majeur. Donc moi, j'ai besoin de vous entendre, et Jean-Baptiste aussi, je le pense, sur quels sont vos clients d'aujourd'hui et vos clients de demain. Qui avez-vous envie de séduire? Ça, c'est parce que je sais que vous voulez nous poser des questions, mais après tout, moi aussi, j'ai envie de vous en poser. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Et puis ensuite, il faut se projeter. C'est l'objet de ce comité, c'est mon tout dernier mot. Il y a de l'argent sur la table, plan de relance. Jean-Baptiste, le pilote, il y reviendra. Ici, dans cette maison, il y a des outils qui sont particuliers. La défiscalisation. J'ai remis la rosette d'officier de la Légion d'honneur l'autre jour à la ministre Brigitte Girardin, la maman des dispositifs bien connus. Ça a produit ses effets. Enfin, vous êtes parfois maintenant nombreux à me dire que sur des investissements plus verts, plus durables, plus innovants, et notamment, je sais qu'un certain nombre d'acteurs de Bora Bora ou de Saint-Barth, pour prendre le modèle d'excellence, mais ce qui est vrai chez eux est vrai aussi dans d'autres segments, me disent cette défisque, elle est la bienvenue, mais elle n'est plus toujours adaptée. Et donc moi, je le dis sans embâche, il faut qu'on arrive à rafraîchir notre modèle de défiscalisation dans les années qui viendront. Donc ça, c'est une réflexion que j'ouvre devant vous, c'est pratiquement même une annonce, dans laquelle je veux avoir des contributions pour permettre de réfléchir aux investissements de demain, parce qu'on le voit bien aux Antilles, le besoin d'investissement sur les structures, il est important, il est attendu, avec une clientèle, on reboucle avec notre point précédent, qui est de plus en plus exigeante et qui entend désormais aussi avoir le choix, sachant qu'on ne va pas être cynique, mais enfin la crise modifie les choses. Je me suis rendu dans le cadre du Wakashio, qui était ce navire échoué à Maurice, il y a maintenant plus d'1 an et demi, pratiquement 2 ans. Je m'étais rendu
à Maurice, on voit bien qu'aussi, le quoi qu'il en coûte n'est pas passé dans tous les pays. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des opportunités, pardon de le dire comme cela, c'est pas très sympathique pour des pays qui sont parfois des pays amis. Enfin, sur le tourisme régional, il va falloir se positionner, mais donc ça passe aussi par des investissements. Donc on reboucle avec la défisque. Il y a des enjeux de formation. En tant que ministre de tutelle du service militaire adapté, il y a sûrement des choses sur lesquelles on peut avancer. Et puis il y a différents modèles d'excellence que l'on pourrait financer. Je suis déjà trop long. Enfin, je voulais poser un tout petit peu le débat dans ma particularité outre-mer. Et je laisserai maintenant Jean-Baptiste, bien sûr, revenir sur les points qu'il juge importants et d'approfondir, étant entendu qu'il est largement mobilisé. C'est rendu d'ailleurs à La Réunion il y a maintenant quelques semaines, avec un travail qui a été, me semble-t-il, productif. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous de participer à ce comité. Merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. C'est à vous, Monsieur le Ministre Moine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Sébastien, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, présidents de fédérations, chers amis. Grand merci de ton accueil ici, cher Sébastien, et j'ai envie de dire, voilà, parole tenue parce que ça fait déjà quelques temps qu'avec Sébastien, nous avions en tête l'idée de formaliser ce travail, et donc nous avons fait en sorte tous les deux de faire inscrire la création de cette instance dans le plan Destination France, j'y reviendrai, et ça y est, on la porte sur les fonds baptismaux, si je puis dire. C'est heureux parce que, et vous le savez, ça fait 4 ans que je ne cesse de dire eh bien, qu'on peut faire le tour du monde en faisant le Tour de France, et c'est largement grâce aux destinations ultramarines qui offrent voilà, une diversité, une variété, des expériences à nul autre pareil, et qui sont donc un véritable joyau pour la destination France. Alors, certes, depuis 2 ans, on a tous pris la foudre, tout le secteur touristique, métropolitain comme ultramarin. Et face eh bien, à cette foudre, nous avons cherché à mettre en place un certain nombre de paratonnerres, naturellement. Et Sébastien faisait allusion à tous les dispositifs d'accompagnement et de soutien qui, d'ailleurs, pour bon nombre d'entre eux, ont été poursuivis outre-mer, au-delà de ce qui a été fait en métropole. Je pense notamment au Fonds de solidarité pour un certain nombre de territoires, au regard aussi des contraintes que vous continuez à supporter. Alors, l'année passée est une année finalement où il y a à la fois eu de l'ombre et de la lumière. De l'ombre parce qu'on s'attendait à pouvoir repartir peut-être plus franchement à certains moments, et puis il a fallu, on l'a vu par exemple au mois de décembre dernier, novembre-décembre, hélas, différer à nouveau la reprise de certains flux touristiques, mais de lumière aussi parce que par rapport à 2020, on voit qu'on est en croissance, même si on est encore largement sous les résultats qui ont pu être atteints à l'époque en 2019, avant crise. Néanmoins, je veux vous dire le fait qu'il n'y a pas un Conseil de défense qui ne se passe sans que le président de la République s'enquiert justement de la situation non seulement sanitaire mais économique également des Outre-mer. Et donc on veille à chaque fois à essayer de pouvoir adapter les protocoles et faire en sorte de desserrer les taux petit à petit. Et d'ailleurs, je voulais le dire, il y a une bonne nouvelle pour ce secteur de la croisière, parce que par définition, les Outre-mer sont notre porte-étendard en la matière, avec plusieurs millions de croisiéristes avant crise. Et je suis heureux de vous annoncer d'ailleurs que le nouveau protocole sanitaire pour la croisière a été validé le 1er février. Donc voilà, c'était il y a 2 jours. Et ça permettra la reprise des croisières ici et là. C'était à l'arrêt dans les Antilles. Les autorisations se feront au cas par cas, vu avec les préfets, après demande des opérateurs. Mais voilà, tout ça est un petit signal pour montrer que la lumière est au bout du tunnel. Et après cette reprise qui va se faire, eh bien notre devoir, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, mais au-delà de la réflexion, c'est agir, mettre en place les outils pour véritablement aussi préparer le rebond, préparer l'avenir. C'est valable dans le maritime, c'est valable aussi dans l'aérien, et je sais
combien vous êtes attentifs les uns et les autres à ces sujets de connectivité, à ces sujets de desserte. Nous avions eu l'occasion d'en parler lors de la concertation du plan Destination France en marge du salon IFTM Top Resa avec Alain Griset. Nous avions mené cette concertation et vous étiez un certain nombre à être déjà en audio pour cela. Et ce sujet de la connectivité était apparu. Je sais que pendant la crise avec la DGAC, la DGOM, il y a eu cette volonté forte du ministre de maintenir des liaisons aériennes entre territoires ultramarins, de créer parfois des couloirs spéciaux et puis également de déployer un certain nombre d'accompagnements pour les compagnies, au-delà parfois de ce qui a pu être fait pour les secteurs, je dirais, économiques en général. Alors maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aller plus vite, plus loin, plus fort, dès lors que l'étau va se desserrer progressivement selon les territoires par rapport à cette situation sanitaire. Et le Premier ministre, à la demande du Président de la République, a annoncé ce plan Destination France. C'était en novembre dernier. Et je veux dire qu'il y a là une palette d'outils dont vous pouvez vous emparer parce que, très clairement, on a fait le choix de réarmer l'État en matière de politique touristique. Je vous donne un exemple. Je mets de côté toutes les actions de promotion conduites par Atout France, où il y a, bon an, mal an, l'État verse une subvention de 30 millions d'euros. Et donc, du coup, ça a toujours existé. Mais si je prends les dépenses d'intervention, d'investissement de l'État, quand en 2017, nous avons pris nos fonctions respectivement, moi, j'ai regardé, je vais vers le capot, politique du tourisme, il y avait en tout et pour tout une ligne de 2 millions d'euros pour soutenir le tourisme français. Pour la première destination mondiale, ça paraît juste incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Et donc, le choix qui était fait, c'était celui de réarmer cette politique et donc, très clairement, de mettre sur la table des crédits, et des crédits budgétaires, sonnants et trébuchants. Et le plan Destination France permet ainsi de déployer sur 2022-2023 650 millions d'euros. Donc vous voyez d'où on part, on arrive à 650. Et tout cela, sans compter naturellement tous les outils qui sont mis en place également sous forme de prêts par Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Je salue également leurs représentants ici présents. Ils auront l'occasion d'y revenir. Mais il y a là donc tous ces outils qui ne demandent qu'à être employés à votre service, parce que vous avez des problématiques qui sont régulièrement évoquées. Je sais les problèmes de recrutement qui se posent dans la filière et notamment dans le HCR. Je salue le président Egui qui est ici présent. Et donc, on va lancer une véritable campagne de communication, un peu comme on fait nos armées, avec 5 millions d'euros qui sont fléchés là-dessus. Ça a vocation naturellement à se déployer dans les territoires ultramarins. On va vous associer d'ailleurs aux réunions de cadrage qui sont en cours pour le brief de cette campagne, faire attirer des jeunes vers nos métiers, les fidéliser, les retenir, et puis aussi travailler sur notre offre, sur le fait de pouvoir continuer à investir, à la faire monter en gamme, en qualité, à la verdir aussi, parce que c'est au cœur des attentes des clients et puis au cœur aussi des transformations à mener. Et de ce point de vue-là, vous l'avez vu, nous avons annoncé avec Sébastien il y a quelques jours le fait que 11 lauréats ultramarins vont bénéficier du fonds tourisme durable avec un montant moyen des aides qui est de l'ordre de 60 000 euros. Ça permet sur tout ce qui est slow tourisme de structurer comme ça des itinéraires et Dieu sait que vous avez une offre qui est d'ores et déjà abondante. Et aussi naturellement un certain nombre d'enveloppes qui permettront d'aller aider, accompagner des projets d'infrastructure, notamment on avait eu l'occasion de l'évoquer lors du séminaire qu'organisait la FEDOM, cher Hervé, il y a de cela quelques semaines. Alors, je sais qu'on va revenir dans quelques instants, grâce aux interventions des uns et des autres, sur toute cette palette d'instruments. Je reviens à ce qui nous réunit aujourd'hui, le lancement de ce comité stratégique du tourisme des Outre-mer. Le principe, il est simple. C'est que le tourisme, on le sait, c'est un secteur qui est finalement très vaste et la crise a montré combien de l'amont à l'aval, il emportait des acteurs qui parfois sont en lien, mais finalement ne travaillaient pas forcément beaucoup ensemble auparavant. Et la crise a
a fait qu'on s'est tous serré les coudes. Et le principe, il est de faire en sorte que, comme il y a cette diversité d'acteurs, par ailleurs diversité d'intervenants, parce que c'est une compétence partagée, donc l'État agit, les collectivités locales agissent, avoir un moment un catalyseur. Et justement, je suis très confiant sur le fait que ce ne sera pas un machin de plus, dans la mesure où on l'a fait avec le comité de filière tourisme, et je me tourne vers des membres éminents du comité de filière tourisme ici présents, avec Jean-Pierre Masse, avec le président Mourizard également. Eh bien, le fait d'avoir cette instance, à la fois plénière, mais également aussi avec un bureau qui, de façon plus resserrée, peut de façon très régulière faire avancer les dossiers, et nous a permis non seulement d'être en gestion de crise, mais maintenant de nous projeter, de travailler à des feuilles de route. Et l'idée, c'est de décliner cela également, naturellement, avec vous, acteurs du tourisme ultramarin, pouvoir se fixer ces feuilles de route, mettre en place, et bien, du coup, après aussi, un suivi de la déclinaison du plan Destination France. On pourra s'appuyer sur les travaux du pôle Outre-mer, naturellement, d'Atout France. Ça sera un peu le bras armé technique, si je puis dire, de ce comité stratégique. Et puis, je pense que pour arriver à être efficace, parce que c'est ça notre sujet, et le président de la République très attentif à l'exécution, à la façon dont sont mises en œuvre les choses, parce que ce qui compte, c'est pas les effets d'annonce, c'est ce qui change au quotidien, sur le terrain, pour la vie quotidienne des Françaises, des Français, des acteurs touristiques que vous êtes. Et donc, je crois que pour être efficace, l'idée, ça sera aussi de pouvoir peut-être avoir des déclinaisons sous-régionales, parce qu'on le voit bien, les sujets de fuseau horaire font que c'est pas évident d'arriver à se retrouver comment dire, au même moment à chaque fois. Et puis il y a aussi des enjeux communs. Tu évoquais les bassins de clientèle. Il est vrai que je pense qu'on peut aller beaucoup plus fort sur ces bassins régionaux. On le voit, il y a des clientèles qu'on peut beaucoup plus attirer, et d'autant plus qu'on a les moyens de promotion pour cela. Donc je ne vais pas être plus long, mais vous le voyez, je pense une instance qui sera très utile pour agir, pour faire des retours d'expérience très réguliers. J'en profite pour saluer aussi, parce que les Outre-mer étaient également très actifs, sont très actifs au sein du comité de filière tourisme avec les Patrick, je les appelle les Patrick puisque c'est Patrick Vialcola et Patrick Cerveau qui respectivement portaient la voix des Outre-mer au sein du CFT, et à chaque fois ça nous a permis aussi de commencer et de continuer à bâtir des réponses ensemble. Voilà donc un moment un peu fondateur. Je pense que ce 3 février 2022, en tous les cas, est à marquer d'une croix blanche, en espérant que ces travaux seront fructueux pour vous, comme ils l'ont été pour nous en préparant ce moment. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Merci, Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Alors, pour vous résumer, si je peux me permettre, vous avez dit aller plus vite, plus fort, et ensemble, avec l'ensemble des acteurs du tourisme. Vous venez de faire des annonces, finalement tous les deux, sur la croisière, les liaisons, avec bien sûr sur le regard du ministre Sébastien Lecornu, dans un souci de gestion des situations sanitaires, bien évidemment. Et vous avez souhaité, avec l'ensemble des participants qui sont connectés et également dans la salle, que ces personnes puissent poser des questions. Nous les avons regroupés sous des thématiques. Ils ont été nombreux. Il y a eu plus d'une 50aine de questions. Merci à vous tous d'y avoir participé. Et cela, bien sûr, en fonction de certaines thématiques qui se regroupent. Vos territoires connaissent bien sûr des situations sanitaires différenciées. Et la question sur les règles sanitaires et les aides d'urgence ont été un des thèmes forts et une question très importante. Et on va commencer par la première question avec M. Egui, qui est le président de l'UMICH. Une question qui a été posée initialement par les présidents et les présidentes UMICH des territoires d'outre-mer. Quelques petites explications. L'UMICH, je le rappelle, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Est-ce que M. Egui... voilà, M. Egui, c'est à vous. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, messieurs les ministres, bravo d'avoir initié effectivement ce premier comité stratégique du tourisme sur l'outre-mer. J'ai une minute dont je vais foncer. J'ai déjà envoyé toute la contribution de l'UMI, en prenant compte, bien sûr, après avoir interrogé l'ensemble de mes amis qui nous écoutent. Le territoire d'outre-mer est durement touché et durablement impacté par la crise du Covid, vous le savez. Et pour ces départements, plus que jamais, les autres, c'est plutôt... Il y a plusieurs couches qui s'accumulent. La première, effectivement, c'est les problématiques. La restriction liée au Covid, comme pour tous les départements du métropole, mais en plus, les problématiques liées au Covid avec des spécialités liées au territoire d'outre-mer. Et je pense bien sûr à cette grande dépendance de l'aérien. Et la troisième couche, c'est les problématiques caractéristiques de chaque territoire d'outre-mer,
Vous le savez, vous l'avez déjà dit, Mayotte, ce n'est pas la Guadeloupe, et la Guadeloupe n'est pas la Réunion, etc., etc. Donc les territoires outre-mer ont toujours eu un traitement à part sur la gestion de la crise sanitaire et sur les restrictions de déplacement. À l'UMI, je me suis efforcé déjà, et Jean-Baptiste Lemoyne l'évoquait, de remonter toutes ces informations au comité filière du tourisme. Et à l'UMI, on a mis en place d'ailleurs un comité outre-mer très particulier. Et je resalue d'ailleurs les présidentes et les présidents qui nous écoutent aujourd'hui. Pour les HCR, les entreprises installées en outre-mer, on a vraiment les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'en métropole, la formation, le recrutement, l'endettement. Et d'ailleurs, un petit message, puisque l'UMI Formation, on a investi dans un CFA en Martinique pour accueillir 200 jeunes, et on est opérationnel à partir du mois d'avril de cette année. Et c'est un très bel outil de formation. L'enjeu principal peut être d'ailleurs, c'est la survie de nos entreprises, effectivement, vous l'avez dit, hein, et la nécessité de donner de la visibilité pour tenir financièrement jusqu'à la reprise. Et autre point très important, c'est encourager les Français et les touristes étrangers à revenir sur ces territoires. Et ça passe notamment par une harmonisation des règles. Alors aujourd'hui, le voyageur hexagonal n'a pas les mêmes obligations liées à l'épidémie de Covid, selon qu'il décide de se rendre à La Réunion ou à l'île Maurice, par exemple, et les règles changent aussi selon le pays du départ et des lieux d'escale. Et cela entraîne de très nombreuses annulations dans nos destinations ultramarines. Merci infiniment. Peut-être cette question s'adresse à Monsieur le Ministre. Cette question aussi rejoint des interrogations du syndicat des professionnels des activités de loisirs de La Réunion. Si vous voulez répondre, Monsieur le Ministre Jean-Baptiste Lemoyne ou... Alors, sur les déplacements, c'est vrai que les déplacements ont été très contraints. Néanmoins, on est vraiment dans l'état d'esprit, pour résumer le Conseil de défense de mercredi, de pouvoir remettre à plat d'ailleurs toute notre politique sur les flux avec les pays à l'international, parce qu'on le voit, la situation sanitaire commence à évoluer, mais tout ça encore dans une grande diversité quand on prend les Outre-mer. Mais globalement, il va y avoir ce travail, je le dis, puisqu'il y a également les entreprises du voyage qui sont présentes, qu'on souhaite conduire d'ici la mi-février pour simplifier un certain nombre de déplacements, et donc une vraie réflexion qui existe sur faut-il encore maintenir les tests, etc. Donc on est dessus parce que ce message, on l'a reçu 5 sur 5, travail en cours. Maintenant, c'est vrai que les règles parfois diffèrent d'un territoire à l'autre. Là, je reviens sur la France dans sa diversité ultramarine, parce que en fait, on n'est pas tous frappés au même moment par les mêmes vagues, et donc finalement, cette chronologie différenciée fait que, il y a des conditions différenciées qui demeurent. Et donc, face à ça, on compte d'ailleurs beaucoup sur les entreprises du voyage pour faire cette pédagogie. Et moi, je le dis souvent d'ailleurs sur tous les plateaux aux Français. Adressez-vous aux entreprises du voyage parce qu'elles ont le mode d'emploi. Elles peuvent vous renseigner sur quelles sont les conditions, quelles sont auxquelles vous pouvez vous rendre dans tel ou tel territoire. Donc c'est vrai, ça a été complexe, je le reconnais, Roland, et on travaille d'arrache-pied pour essayer de simplifier. En tous les cas, c'est la feuille de route que le président nous a fixée mercredi dernier. En complément, bon, déjà, le virus s'est comporté de manière évidemment très différente en fonction des territoires, pour des raisons de géographie, des raisons de climat. Premier confinement en Guyane, on confine en même temps que l'Hexagone, parce qu'on ne connaît rien du virus, et on se retrouve à confiner, je ne veux pas dire pour rien, mais pas loin. Puis très vite, le virus, lui, s'installe à l'été, en tout cas l'été européen, et alors que le déconfinement bat son plein dans l'Hexagone, il faut reconfiner la Guyane parce qu'elle tire son pic épidémique. Et j'y reviendrai parce que ça posera aussi des questions d'adaptation des fonds de solidarité ou des mécanismes d'accompagnement. Donc la réalité, c'est que, déjà, la cinétique de l'épidémie, comme on dit si bien, elle n'est pas la même en fonction des territoires. Et vous voyez, au moment où on s'apprête à avoir une redescente, c'est le cas déjà à Mayotte, la redescente d'ailleurs est spectaculaire, et ben on a une grosse montée en Nouvelle-Calédonie. De toute façon, on va vivre avec cela et c'est une difficulté. Deuxième des choses, les variants. Les variants, par leur charge virale, par leurs effets, conditionnent aussi un certain nombre de mesures. Exemple, les tests. Je m'explique. Sur les variants précédents,
le seul fait d'être vacciné nous permettait au fond de dire monter dans un avion, tout est simple. On l'a fait. Pendant un bon moment, les choses étaient un peu plus simples pour les personnes vaccinées. Et puis, le variant Omicron nous a redonné malheureusement des raisons de reprendre les tests avant départ. Bon, alors vous me direz, le test avant départ, c'est pas non plus un frein ou une barrière insurmontable pour partir en déplacement, quelle que soit la nature du déplacement. Enfin, c'est vrai que ça bouge. Bon. 3, Jean-Baptiste en est devenu un expert avec sa casquette français de l'étranger. On a peu de difficultés de coordination en fonction des natures de vaccins sur les Outre-mer, sur vaccins chinois, vaccins russes. Enfin, on a peu de sujets. Je le dis, je regarde Inès, parce que c'était une des questions que nous étions posées pour Saint-Barth, notamment, ou la Polynésie française, sur certaines destinations. Et au fond, à l'usage, on a eu peu de difficultés de cette nature. Donc on va continuer d'adapter en permanence. On a créé du droit spécifique pour les Outre-mer. Un restaurant sous un carbet, par définition, en plein air, y appliquer les mêmes règles que dans l'Eure ou dans Lyon n'aurait pas de sens. Bon. Donc on a passé notre vie à le faire, et donc on va continuer de le faire. Je pense que c'est le meilleur des engagements que l'on peut donner. J'en profite pour ajouter un merci sur le respect des protocoles sanitaires. Parce que la profession touristique, enfin les professionnels du tourisme, je le dis vraiment tout de go, ont été véritablement militants dans l'application des différents protocoles. On a eu peu de fermetures administratives. La prévention a chaque fois bien fonctionné, y compris en matière de droit du travail, avec les personnels vaccinés, etc. Et très franchement, ça a bien tourné, je pense qu'il faut le dire. Et quand même d'un mot, il faut aussi que les acteurs du tourisme continuent de faire la promotion du vaccin, puisqu'on le sait très très bien, ne tournons pas autour du pot, on a un éléphant dans la pièce, c'est évidemment la faiblesse de la couverture vaccinale dans ces territoires qui rendent malgré tout les choses plus vulnérables. Et après, c'est la poule et l'œuf. Quand dans un territoire, vous avez un seul CHU, ou pas U d'ailleurs, mais de référence, et par définition avec un nombre de lits déterminé en réa, avec tous les renforts de la Terre, avec toutes les évacuations sanitaires de la Terre, vous arrivez quand même à des limites que vous ne trouvez pas dans l'Hexagone, et seule la vaccination permettra de protéger convenablement les choses. Voilà. Pardon d'avoir été long à deux voix, mais c'est le cœur de l'actualité. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour ces réponses. En tout cas, j'invite les futurs intervenants pour des questions à les faire les plus concises possibles pour que nos différents intervenants puissent poser les questions. Nous allons dans cette même thématique et je vais inviter le ministre, Monsieur Hervé Mariton, président de la FEDOM, à poser une question qui rejoint aussi les questionnements du cluster maritime de Guadeloupe et également les présidents et présidentes du MIJ des territoires des Outre-mer. C'est à vous, Monsieur Mariton. Merci, messieurs les ministres. Les entreprises sont demanderesses, elles ont besoin de soutien. Elles souhaitent bien sûr que ces soutiens soient adaptés. Elles les apprécient, mais malheureusement, le sujet reste à l'ordre du jour. Dans un contexte, ça vient d'être dit, j'y reviens dans un instant, qui est tout de même celui de l'accès au territoire, le soutien à une économie, mais une économie qui a besoin de clients. Et c'est vrai que cette question des conditions d'accès au territoire aujourd'hui est en vérité, de la part de nos entreprises, la question première qui est venue sur le terrain. Donc je veux juste rappeler ce que l'Organisation mondiale de la santé a rappelé récemment, jugeant les restrictions de déplacement sans aucune valeur ajoutée aujourd'hui et contribuant, je cite l'OMS, au stress économique et social. Et une des premières demandes qu'on a, c'est l'évolution, le desserrement autant que c'est possible. Nos amis de la Réunion, par exemple, vivent extrêmement mal le fait qu'il soit possible d'aller aujourd'hui beaucoup plus facilement de Paris à Maurice que de la Réunion à Maurice, au point qu'un certain nombre de Réunionnais peuvent éventuellement passer par Paris pour aller à Maurice, ce qui est évidemment un brin paradoxal. Mais plus directement sur le point, en effet, que je voulais souligner, qui est celui des mesures de soutien. Très clairement, tant que des restrictions administratives et sanitaires demeurent, les mesures de soutien économique, dont nous remercions le gouvernement, sont indispensables à nos entreprises. Et pour prendre ces mesures sur lesquelles on a besoin de stabilité dans le court moyen terme qui est le nôtre aujourd'hui, la prolongation du Fonds de solidarité renforcé selon les conditions du second semestre 2021, en complément des dispositifs coûts fixes. On ne peut pas, en Outre-mer, nous semble-t-il, considérer que c'est l'un ou l'autre dispositif. On a besoin de la complémentarité des deux, en ayant en tête que le dispositif coût fixe est un dispositif qui est utile, tout à fait, mais assez complexe pour les TPE. Le deuxième point, compte tenu des difficultés du secteur, problème d'accès, problème de marché aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le prolongement du chômage partiel dans les conditions actuelles.
Le troisième point qui est important pour nous, c'est l'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales. Je veux citer aussi le bénéfice de l'aide fermeture. Ce dispositif a été créé après d'autres. Il est important, et il est important en particulier, les questions de connectivité ont été citées par les ministres, il est important pour les compagnies aériennes. Les situations peuvent être quelque peu différentes les unes aux autres, elles sont en vérité toutes fragilisées aujourd'hui. Certaines étaient déjà dans des situations fragiles, d'autres dans des situations qui étaient plus solides. Elles ont toutes été fragilisées. Il ne faudrait pas d'ailleurs que les bons élèves souffrent simplement au fait d'avoir été peut-être dans des situations plus solides en amont. Donc l'aide fermeture ou le déplafonnement à 25 millions de l'aide coût fixe pour les compagnies aériennes en particulier, c'est important. Et enfin, je veux citer l'étalement de l'amortissement des PGE sur 10 ans. C'est un sujet qui est très présent. Quelle que soit la taille des entreprises, ça nous paraît important. Il ne faut pas que les procédures soient trop complexes. Il ne faut pas que la barrière des 50 000 euros pose difficulté. Et enfin, parce qu'il semble y avoir quelques incertitudes aujourd'hui, peut-être elles peuvent être résolues facilement, mais c'est un sujet, qui est le dispositif, les conditions d'étalement des PGE dans les collectivités du Pacifique. Beaucoup de mesures ont été étendues à la fois de Rome et Pacifique. Nous souhaiterions être certains que ce soit bien possible pour l'étalement des PGE. Voilà sur ces points, mais soyez rassurés, nous ne manquons pas d'un certain nombre de propositions pour le moyen et le long terme par ailleurs. C'est à vous. Merci beaucoup. Quelques premiers points. Alors, merci Hervé déjà pour tout le travail accompli avec la FEDOM, parce que depuis l'été dernier, c'est ce travail conjoint qui nous a permis, avec Sébastien, votre serviteur, eh bien, de pouvoir travailler, tricoter des dispositifs qui soient les plus pertinents possibles au regard des évolutions, des contraintes qui pesaient sur les territoires. Et donc, il y a eu effectivement cette poursuite du Fonds de solidarité. Je veux signaler aussi un certain nombre de dispositions prises et annoncées au début de l'année avec Bruno Le Maire. Par exemple, l'aide au paiement des cotisations sociales et patronales. C'est-à-dire qu'on va vous verser 20% de la masse salariale si vous perdez 30% de CA en décembre et en janvier. Donc c'est une véritable aide directe. Si, hélas, vous êtes encore plus impacté au-delà de 65%, eh bien on va mettre en place directement des exonérations de cotisations. Et donc, vous le voyez, on a là des dispositifs qui sont désormais assez puissants. Et naturellement, on veillera à faire en sorte que, tant que chacun des territoires n'est pas sorti de cette situation, eh bien, on puisse continuer à adapter les dispositifs autant que de besoin. On n'a pas fait tout ça depuis 2 ans, parce que si je prends l'ensemble du secteur du tourisme, on est à 38 milliards d'euros de dispositifs mis en place pour aujourd'hui laisser tomber les uns ou les autres. Et donc, je le dis dans ces remerciements, je mets aussi, parce que c'est parfois des cas particuliers que vous nous signalez, et voilà, c'est les fameux trous dans la raquette qu'on essaye de réduire. Sur la question des PGE, alors effectivement, il était très important de mettre en place un dispositif, parce que voilà, les remboursements peuvent commencer en avril, en mai, en juin. Et donc, on a veillé avec Bruno à travailler à ce qu'on appelle un accord de place. Donc, la Fédération bancaire en est partie prenante, la Banque de France également. Quand on est une TPE-PME et qu'on a un PGE de moins de 50 000 euros, eh bien, à travers la médiation du crédit, justement, on peut l'aménager. Ça peut aller jusqu'à 10 ans en termes d'étalement. On peut éventuellement aller aussi sur un report des premiers versements. Et ça n'exclut pas de travailler sur des dossiers au-delà de 50 000 euros. Dans ces cas-là, je dirais le point d'entrée unique est différent. Ce n'est pas la médiation du crédit, c'est le conseiller de sortie de crise qui est présent dans chaque département ou dans chaque territoire sous l'égide de Gérard Fofadel, qui s'occupe de la sortie de crise au niveau national. Et là, à ce moment-là, on a une vision qui est globale d'ailleurs, qui n'est pas que sur le PGE, mais qui est sur l'ensemble eh bien, des crédits que peut avoir la société, parce que souvent, ça nécessite aussi des réaménagements de façon plus générale. Mais je faisais le point ce matin avec le directeur du Trésor, et on aura un suivi aussi là très fin. Si le cas échéant des difficultés devaient remonter, n'hésitez pas à nous le signaler. Tout ça entre en vigueur à partir du 15 février. Voilà, donc le mode d'emploi, vous allez l'avoir désormais très rapidement. Peut-être, Monsieur le Ministre, Oui, en complément, pardon, j'ai mon téléphone à la main, parce qu'évidemment, je suis ce qui se passe à la Réunion par ailleurs.
Bon, déjà, évidemment, l'adaptation des mesures de freinage doit aller de pair avec l'adaptation des mesures d'accompagnement, ce qui demande un coût humain territorial. Je sais que parfois, quand on arrive en fin de cycle, il y a des craintes et c'est bien naturel, mais le président de la République qui a répondu la semaine dernière, lorsqu'avec Olivier Véran, nous avons réuni l'ensemble des élus des différentes collectivités, en tout cas territoires d'outre-mer, placés sous état d'urgence sanitaire. Le fonds de solidarité, pour citer le plus connu, le plus populaire, mais enfin, c'est le paquet que Jean-Baptiste vient de rappeler, évidemment, est prolongé, d'autant que l'état d'urgence sanitaire est prolongé. Je le dis, n'allons pas nous créer du stress là où il n'y en a pas. Ça veut dire donc aussi que vous avez plein de choses qui continuent en Outre-mer qui sont arrêtées dans l'Hexagone. Je le dis pour les représentants des filières et des fédérations. Nous venons de décider, je l'ai annoncé hier à Outre-mer 360, le fait que la gratuité des tests était prorogée jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire dans tous les territoires d'Outre-mer. C'est un exemple très concret. Donc ça, évidemment, on va le faire perdurer. Enfin, il ne faut pas se raconter non plus d'histoire entre nous. Arrivera quand même un jour où il faudra quand même en biseau rééteindre un certain nombre de ces dispositifs, et ça reposera la question de la couverture vaccinale. Non pas que je sois en proie à des idées fixes, mais je ferais mal mon travail si je n'étais pas cohérent. Je pense qu'il faut le dire. Et Saint-Barth a constitué un petit territoire par la taille, mais grand par son offre touristique, je regarde Inès, dans lequel on s'est essayé à ces adaptations dès le début, et ça a plutôt bien fonctionné. Je crois qu'on a largement sauvé les meubles, même mieux que cela, la saison a fonctionné. Donc ça, évidemment, il faudra continuer de l'adapter. PGE dans les COM, je fais vérifier, enfin COM du Pacifique, donc dans les pays d'autonomie pour être précis. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, mais je le fais tout de suite vérifier. En tout cas, dans notre volonté politique, nous avons choisi que le traitement réservé aux collectivités du Pacifique, je fais quand même cet insert parce que ce sont des pays d'autonomie dans lesquels il n'y a pas de cotisation, dans lesquels il n'y a parfois pas de fiscalité qui remonte à Paris, et dans lequel la solidarité nationale s'est quand même exprimée. Je le dis parce que, comme disait feu ma grand-mère, gâteau avalé n'a plus de goût. Mais dans un système assurantiel, ne pas cotiser et quand même bénéficier de la solidarité nationale, je ne dis pas pour qu'on nous remercie, mais enfin encore qu'on rentre dans la période où ce n'est pas inutile, mais je veux quand même le dire, c'est que ça a bien fonctionné. Donc je le dis à Hervé, et je le remercie comme l'a fait Jean-Baptiste, parce que la FEDOM en flux, en permanence, nous a donné énormément d'informations, en plus des préfectures et compagnie, donc ça c'était, ou des élus, donc ça c'était très précieux, mais on continuera de l'adapter. Troisième point, pardon je suis un peu long, mais ça doit aussi nous conduire à continuer à lutter contre le travail illégal et l'économie informelle. Parce que dans les premiers moments où je me faisais engueuler sur le terrain, en disant mais vous nous dites qu'il y a plein de dispositifs, puis moi j'y ai pas le droit. Puis quand on saisissait évidemment le DRFIP du coin, on découvrait qu'effectivement on comprenait pourquoi en l'occurrence l'entrepreneur en question n'y avait pas le droit. Alors c'est pas pour faire la morale, mais je dis juste que ça nous rappelle quand même que payer ses impôts et verser ses cotisations et puis ne pas recourir au travail illégal, quand il y a un coup dur, ça a du sens. Et ça a permis d'assainir les choses, mais je forme aussi le vœu qu'on continue d'assainir les choses. 3 messages rapides, et pour les points particuliers qu'Hervé a pu lever, sur lesquels nous n'avons pas répondu, évidemment, on fera peut-être une réponse écrite à la fin de cette réunion de travail qui permettra à l'ensemble de vos adhérents ou vos mandants de s'y retrouver. Juste un petit complément, pardonnez-moi, au risque de rallonger un peu, mais sur la dimension PGE, je veux aussi insister sur le fait que dans nos plans, Destination France notamment, on a aussi rechargé un certain nombre de dispositifs comme le prêt-tourisme. Et ce prêt-tourisme de BPI, par exemple, il a une maturité de 10 ans, il a un différé de 2 ans. Donc il peut être intéressant parfois d'utiliser les autres outils mis en place, des prêts participatifs, etc., qui sont insuffisamment connus, qui permettent, le cas échéant, justement, de rembourser le PGE, de ne pas, du coup, rentrer dans une logique de dialogue qui forcément parfois peut être un peu contondante et ainsi de gagner du temps sur la maturité. Donc j'en profite de faire la publicité aussi d'autres outils qui permettent, le cas échéant, de faire face aux échéances du PGE. Et là aussi, nos services restent vraiment à votre disposition là-dessus. Merci, Monsieur le Ministre. Alors pour résumer vos réponses, maintien, soutien et adaptation des aides pour ces territoires
Je pense l'avoir souligné. Nous allons passer à une autre thématique. Monsieur le ministre sourit, bien évidemment. Il se moque un peu, on est là pour dialoguer et échanger. Nous allons passer à l'organisation du CESTOM, du Comité stratégique des Outre-mer et de la filière tourisme, après ces questions relatives aux questions sanitaires et aux aides. Alors, je vais me diriger vers Madame Inès Bouchot-Choisy, qui est la présidente du groupe Outre-mer au Conseil économique et social et environnemental, qui connaît bien la dimension tourisme. Vous avez une question, et ces questions rejoignent aussi des questions posées par le cluster maritime de Polynésie française. C'est à vous, chère Inès. Merci. Avant tout, je tenais à vous remercier, messieurs les ministres, pour le lancement de cet outil de pilotage que le Conseil économique, social et environnemental a appelé de ses voeux. Alors, le plan de reconquête et de transformation du tourisme prévoit une mesure transversale qui consiste à instaurer une gouvernance territorialisée du plan Destination France. Donc, le comité stratégique du tourisme Outre-mer pourrait-il être décliné sur chaque territoire dans une instance locale réunissant élus, administration déconcentrée de l'État, professionnels du tourisme, filières, acteurs de la formation, de la biodiversité et de l'écologie, associations et citoyens. Merci. Merci beaucoup, Présidente. Je l'avais évoqué, je pense qu'effectivement, ça a du sens que le CSTOM se décline par bassin. Et de surcroît, effectivement, on a voulu, et ça c'est un autre mot-clé que le Président a toujours à cœur, territorialiser ce plan, faire en sorte que ce ne soit pas des grands axes qui se baladent dans l'air comme ça, mais que ça trouve à s'appliquer là aussi, territoire par territoire. Donc, je suis en train de mettre la dernière main d'ailleurs à l'instruction qui part au préfet pour mettre en place justement ces comités de suivi État-région ou État/territoire pour piloter la mise en place des mesures au niveau local. Et les collectivités qui le souhaitent peuvent également je dirais, compléter les mesures que nous avons mises en place. Donc, je dirais, double gouvernance territoriale. D'un côté, le CSTOM, qui a vocation à se réunir par bassin, et pour Destination France, eh bien, l'instance de pilotage État-région ou État-territoire qui voilà, permettra, je pense, d'être efficace sur le terrain avec de l'impact. Merci, Monsieur le Ministre. Non, ça va. Alors, je vais poser une prochaine question. Je vais me tourner vers un autre acteur de la filière tourisme et très impliqué dans le maritime avec Monsieur Alexandre Loukevitch, qui est du cluster maritime français. J'espère que je n'ai pas abîmé le nom. À l'avance, toutes mes excuses. Bonjour messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, les professionnels du tourisme en vos grades d'égalité. Merci beaucoup messieurs les ministres d'avoir installé et marqué d'une pierre blanche cette journée pour ce conseil stratégique du filière tourisme. Je voudrais vous proposer un constat, deux questions techniques et une proposition. Alors je rejoins tout à fait les propos du président Mariton concernant les mesures économiques. S'agissant du constat maritime en Outre-mer, vous le savez, la mer, c'est le trait d'union entre l'Hexagone et les territoires pour la plupart insulaires, même si la Guyane a une façade maritime. C'est également le trait commun entre tous ces territoires. Et aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la place du tourisme bleu dans l'économie du tourisme en Outre-mer. Dans certains territoires, ça peut représenter de l'ordre de 30 jusqu'à 70%, toutes filières confondues liées à la mer, de l'économie du territoire. Je parle de la croisière, je parle du grand yachting, je parle du nautisme et des sports nautiques. Je parle également du tourisme durable. Vous le savez, la semaine prochaine se tient à Brest, souhaité par le président de la République, le One Ocean Summit. Il y a un atelier sur le tourisme durable. Donc ce constat aujourd'hui, c'est que le tourisme bleu fait partie intégrante de l'activité économique des territoires ultramarins, permet également d'attirer des touristes de l'Hexagone, de l'Europe ou d'autres pays internationaux sur ces territoires, fait également vivre le secteur aérien, le secteur hôtelier, les excursionnistes, les guides, etc., etc., et toutes les activités connexes. En revanche, et pardon Monsieur le ministre Lemoine si je suis un irritant en étant obligé de devoir tempérer la question de la croisière, aujourd'hui les professionnels de la mer s'interrogent des deux notices liées aux mesures de la CIC qui ont été validées. S'agissant de 4 points, la question de la bulle sanitaire lors des excursions, la question du pass sanitaire contre le pass vaccinal, la question des règles pour le passager et la question des règles pour le personnel navigant, et enfin la question des autorisations d'escale
qui diffèrent selon les territoires. Je pense que tout à l'heure, d'ailleurs, on aura peut-être un acteur de Polynésie qui prendra la parole sur ce sujet. Donc première question, comment peut-on avancer dans ce contexte sanitaire pour reprendre l'activité croisière qui se prolonge sur le long terme et sauver la saison 2022 ? On est dans un empilement de mesures techniques qui aujourd'hui semblent ne pas prendre en compte les considérations des acteurs économiques. Deuxième constat, dans certains territoires, particulièrement dans la Caraïbe, et là je prends la question de la boîte à outils du ministre Lecornu, la question des zones franches d'activités de nouvelle génération pour lesquelles les activités de nautisme, de grand yachting sont exclues du dispositif alors que d'autres territoires voisins sont beaucoup plus attractifs pour l'avitaillement, pour les services aux navires. Voilà le premier constat, les deux questions techniques. Et ma suggestion, ma proposition, si vous me le permettez, c'est justement d'envisager, dans le cadre de cette commission nautisme qui va avoir lieu prochainement, à l'image du comité de la filière tourisme, qu'il soit élargi à la grande plaisance, au sport nautique et à la croisière. Et le cluster maritime est volontaire pour y participer, prendre la tête de cette commission et formuler des propositions. Je vous remercie. Merci Alexandre pour cette longue question au ministre. C'est à vous. Alors, plusieurs choses. Merci beaucoup. Déjà, on voit qu'on avance un peu dans la résolution de cette pandémie parce que avec Alex, ça fait 2 ans qu'on se voyait surtout par pixels interposés. Voilà, c'était les visios du comité de filière et désormais on est en présentiel. Donc voilà, c'est un progrès. J'espère que bientôt on pourra retrouver toutes celles et tous ceux qui nous suivent également en visio en ce moment même. Trêve de plaisanterie. Bien sûr, l'économie maritime, elle est au cœur du tourisme tricolore, qui plus est sur les territoires ultramarins. Et donc, on va d'ailleurs reprendre le chemin des salons. Je le dis, Caroline Leboucher l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais Atout France prépare la participation de la délégation française, vous savez, à ce grand événement mondial qui a lieu à Miami au printemps. Et donc, nous serons à nouveau de retour sur ce marché. Par ailleurs, on pourrait tout à fait imaginer aussi, d'ailleurs, pour ancrer cet ADN maritime, que lors du prochain sommet Destination France, on ait un événement dédié justement à la croisière, au nautisme, au yachting, parce que j'ai bien vu le périmètre large que vous souhaitiez. Cette initiative qu'a pris le président de la République à l'automne dernier, d'avoir ce sommet qui fait venir un certain nombre d'investisseurs internationaux pour montrer justement les atouts de la Destination France et le fait que y investir a du sens. Donc c'est une proposition que je vous fais et de façon plus structurelle, naturellement dans le cadre des travaux du CSTOM, il va falloir structurer ça. Le maritime doit avoir sa place et le cluster naturellement l'aura. Sur la question plus technique des protocoles, je proposerais volontiers à Victoire Vandeville, puisqu'elle a été en première ligne sur le travail du protocole, de pouvoir revenir sur les éléments que vous évoquez. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, sur le protocole, donc, en effet, il y a bien 2 notices qui ont été publiées par la CIC en date du 1er février, comme le disait le ministre. Je comprends les remarques que vous faites. Bon, le protocole a été concerté avec les acteurs de la croisière et notamment avec CLIA. Évidemment, on fonctionnerait tous mieux sans aucune contrainte, mais c'est l'équilibre qu'on a trouvé pour pouvoir permettre la reprise de cette activité dès que les conditions le permettront, bassin par bassin. Et voilà, j'insiste sur le fait que le protocole a été concerté avec les acteurs pour permettre une organisation possible, efficace et raisonnée de cette activité. Merci infiniment. Peut-être, Monsieur le Ministre, sur les zones franches, éventuellement. Au-delà, oui. Il y a quelque chose de... Je mets encore un peu les pieds dans le plat, mais nos outre-mer ne sont pas suffisamment tournés vers la mer. C'est tout à fait paradoxal. C'est vrai pour le tourisme nautique que vous avez rappelé. C'est vrai parfois pour la pêche. C'est parfois y compris vrai, et heureusement, le président de la République y a remédié avec la loi de programmation militaire sur l'action de l'État en mer, sur le volet régalien. Tous azimuts, on a un enjeu majeur. Des enjeux d'accompagnement financier, vous l'avez dit, sur les zones franches, qui est un outil intéressant. Certaines activités nautiques y sont, d'autres, dont celles que vous mentionnez, n'y sont toujours pas. Je me le note parce que dans une volonté un peu de relance, il y aurait quelque chose, à mon avis, à imaginer. Je vous ai parlé des fiscs tout à l'heure.
pardon, enfin s'il y a bien un outil qui est absolument clé dans notre affaire, c'est bien la défiscalisation. Je le pose là. Je vous ai fait cette invitation à la réflexion et j'ai entendu que vous la prenez, donc je pense qu'il faut avancer. 3, la formation de marins, parce que développer cette filière n'a de sens aussi pour la grande croisière et pour le transport de marchandises ou de fret. Nous avions encore cette semaine séance de travail avec le président Saadé, le président de CMA-CGM, absolument clé pour l'ensemble de nos autres sujets, cher Hervé. On voit bien qu'il va y avoir un besoin d'officiers mariniers dans les années qui viennent. Bon, puis ça tombe bien parce que de l'autre côté, j'ai toute une jeunesse ultramarine qui a besoin de trouver un job. Donc là, moi, je souhaite qu'on travaille très vite aussi à cela, y compris sur les métiers touristiques. Quand on est à Papeete sur les beaux navires du Ponant, la compagnie du Ponant, on croise quand même beaucoup de travailleurs qui ne sont pas polynésiens, pour dire les choses un peu directement. Donc ça, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive aussi à... Enfin, défisque, mettre des moyens publics, moi j'y suis assez favorable, pour être honnête, mais il faut qu'on arrive à boucler la boucle, quoi. Derrière, il faut qu'on arrive aussi à ce que ça débouche sur un emploi local, parce qu'on ne peut pas continuer à défiscaliser ou subventionner des secteurs dont parfois la retombée, pour de bonnes raisons, parce que ce n'est pas possible au moment où on se parle. Donc ça, il faut évidemment le faire. Et tout dernier point, les infrastructures, y compris dans les petits territoires, parce qu'on cite toujours les gros, il faut qu'on fasse attention dans ce genre de format, parce que vous habitez à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Martin, que sais-je, vous vous dites, mais enfin, à chaque fois on nous oublie. Bon, quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans une archipel qui se situe dans le golfe du Saint-Laurent, enfin dans le débouché du Saint-Laurent, qui vous connecte très directement à Montréal ou à Québec, pas besoin d'être grand stratège pour voir qu'il y a de toutes les évidences un avenir sur la croisière. Et donc l'État, typiquement, accompagne, parce que c'est encore un port de l'État, un des derniers ports de l'État d'ailleurs, en Outre-mer, accompagne des travaux d'infrastructure du quai croisière. Il faut dire que la ministre de la Mer elle-même s'en est fait relais, évidemment, de ce dossier. Mais ça, je pense qu'il faut faire un tout. Et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à brancher le cluster sur l'ensemble des politiques touristiques. Mais il y a un sujet qui n'est pas qu'une niche sur les questions de tourisme nautique, entendu au sens large, plus plaisance, plus yachting, etc., qu'il va falloir forcément développer davantage. Merci infiniment. Alors, je pense que vous avez répondu à la question très complète. Nous allons voir une autre thématique. Il s'agit de l'accompagnement des collectivités d'outre-mer. Ce sont des questions liées à cette thématique. Et on part maintenant direction la Polynésie avec Monsieur Lionel Lao, qui fait partie du gouvernement de Polynésie, qui est conseiller en charge du tourisme. Est-ce que Monsieur Lao est connecté ? Je sais que l'heure est très, très tardive en Polynésie, donc on va voir s'il est connecté. Sinon, je vous lirai la question. On va voir. On va tenter une petite seconde. Yorana. Ah, super. Bonjour Yorana, Monsieur Lao. C'est à vous. Merci, madame. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les représentants des Outre-mer, mesdames, messieurs les collaborateurs Yorana. Tout d'abord, nous souhaitons vous remercier pour cette initiative. Donc, l'activité touristique en Polynésie reprend. Donc, pour accompagner cette reprise et reprendre pleinement la structuration de notre secteur, donc la Polynésie française souhaite donc renforcer son plan d'action, notamment sur tout le volet d'investissement. Aussi, dans le cadre du plan de destination France, pourrait-on envisager un renforcement des outils financiers existants, comme le contrat de développement et de transformation pour accompagner le financement des projets touristiques portés par le pays? Yolana, de l'argent, il y en a. Pardon d'être direct, mais il n'y a pas beaucoup de ministres qui ont pu dans le passé le dire aussi facilement. Donc je le dis, d'ailleurs, d'aucuns nous reprocheraient peut-être d'en mettre trop en ce moment. Il y en a, le sujet, c'est sa consommation. Parce que si je regarde un outil, je ne parle pas des aides directes aux entreprises sur le secteur et le segment que vous avez décrit, mais Jean-Baptiste peut-être complétera sur le plan Destination France. Mais dans le volet collectivité locale, dont je suis largement responsable, pour le coup, les fameux contrats de convergence et de transformation, les crédits européens, alors même si dans les collectivités du Pacifique, dans les PTEM, évidemment, c'est un peu différent que dans les RUP, j'en conviens. Enfin, il y a de l'argent sur la table. Le sujet, désormais, c'est sa consommation, comme souvent en Outre-mer. Donc l'enjeu davantage de l'ingénierie, avec l'AFD, on y travaille. Je pense qu'il faut repartir de projets très concrets. Je vais donner un exemple qui vous concerne en Polynésie. Le SWAC,
c'est-à-dire la climatisation par l'énergie et la fraîcheur sous-marine, qui est quand même un bel objet dans la transition énergétique, de ne pas consommer, produire de l'énergie pour refroidir, mais d'aspirer de l'eau fraîche dans le fond de la mer pour le faire remonter et rafraîchir un bâtiment. Initialement, c'est un investissement qui a été porté par un hôtelier, dans lequel la DEFISC a été compliquée à mettre en œuvre, d'où mes réflexions pour l'avenir. Et puis très vite, le président Fritsch a décidé d'équiper l'hôpital de Papeete de ce dispositif. Bon, ben là, on a refait un tour de table complètement ad hoc, notamment avec l'ADEME, et on a complété avec des fonds qui étaient à notre main. Donc moi, ce que je propose pour les collectivités du Pacifique, notamment, et la Nouvelle-Calédonie obéit à des gouvernances un peu plus complexes, comme chacun sait, c'est de repartir de projets très concrets, parce que lorsqu'on repart du projet concret, on y arrive. Quand il s'est agi de revisiter le bel hôtel de l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie, ou lorsqu'il s'est agi, il y a maintenant quelques temps, de définir une offre touristique aux loyautés, notamment sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, on est reparti du projet avec le président de la province des îles, et on a fait le tour de table. Et avec soit l'AFD, soit évidemment la Banque des Territoires, en fonction des sujets, on est allé aider les collectivités à le faire. Mais dans le Pacifique, je suggère un énorme sur-mesure en partant du projet, plutôt qu'une grosse enveloppe sur la table, ce qui fait toujours sympathique, ça fait un communiqué de presse, mais derrière, on s'aperçoit que les crédits ne sont pas toujours consommés, et derrière, les acteurs se désespèrent. Voilà, je vous ai répondu très franchement. Et puis, vous avez signé aujourd'hui à Matignon avec le Premier ministre 300 millions d'euros, qui est le deuxième prêt garanti par l'État, près de l'AFD, mais garanti par la loi de finances pour la Polynésie française. Effectivement, c'est le deuxième PGE, premier 250 millions d'euros, là 300 millions d'euros. La Polynésie, c'est grand comme l'Europe, c'est moins de 300 000 habitants, mais avec évidemment des compétences importantes, y compris sociales, des caisses sociales qu'il faut équilibrer. Et évidemment, cet argent, désormais, il est à la main du pays et de l'exécutif du gouvernement Fritsch pour mettre sur la table des instruments de relance. Pour faire vite, le premier PGE a permis de faire le quoi qu'il en coûte local, en complément du quoi qu'il en coûte national, je vulgarise. Le deuxième PGE permet d'avoir des instruments de relance, en plus de la relance imaginée par le gouvernement central, si j'ose dire. Et qui va contribuer pour le tourisme, puisque le président Fritsch a annoncé qu'il va l'utiliser en partie pour le soutien à Air Tahiti Nui, donc ça rejoint vos préoccupations. C'est à vous, monsieur Jean-Baptiste Lemoine, je ne voulais pas vous interrompre. Si vous voulez rajouter quelque chose ? Pas mieux, comme disent les jeunes. Alors c'est parfait. J'espère que les ministres ont répondu à votre question. De toute façon, il me semble, nous restons en Polynésie. Merci infiniment pour votre question et toutes nos excuses pour l'heure tardive. Nous allons rester en Polynésie. On continue dans le développement de la filière. Et je pense que nous avons Stéphane Renard qui travaille au cluster maritime de Polynésie française, qui est présent parmi nous. Est-ce que vous êtes là, Stéphane ? Oui, Yorana, bonjour tout le monde, Stéphane. bonjour Marie-Christine. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver et de retrouver tous nos amis à cette occasion et merci à monsieur le ministre bien sûr et à toutes les équipes qui ont permis cette rencontre. Dans le plan de Destination France, pourrions-nous envisager donc d'intégrer ce volet dédié à la croisière, vous l'avez déjà évoqué, qui est essentiel à nos territoires. Et par exemple, en reprenant le projet Escale France, qui est porté depuis plusieurs années maintenant, conjointement à la fois par Atout France, par le Cruise Lab, qui réunit l'ensemble des destinations et clubs croisières au sein du cluster maritime français, et par la CLIA France. L'idée étant de monter 2 rendez-vous annuels, et malgré différentes tentatives les années passées, on n'a pas encore réussi à mettre tout cela en place. Il y a une vraie dynamique nationale à relancer. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait intégrer ce dispositif? Merci à tous. Merci Stéphane. Monsieur le ministre. Oui, donc en écho aussi à ce qui vient d'être dit précédemment par Alex, très clairement, voilà, le maritime est un axe de développement majeur, donc on va structurer la démarche. Je veux dire que le plan Destination France prévoit d'ores et déjà, c'est dans son axe 4, il y a notamment la mesure 16, justement de pouvoir investir sur des projets de verdissement, je pense à l'électrification dans les ports, de modernisation, de lutte contre aussi la montée des eaux sur des ports ou des bases nautiques, et puis aussi l'utilisation d'un certain nombre de carburants durables. Donc il y a une base dans le plan Destination France, mais naturellement, voilà, tout ça demande à être encore enrichi et donc je ne vois que des avantages à ce qu'on puisse structurer cette démarche maritime au sein du CSTOM. Monsieur le ministre. Pas mieux.
Ah, parfait. Alors, pas de complément, tout est parfait. Merci infiniment. J'espère, Stéphane, que le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a pu répondre à votre interrogation. Cette fois-ci, nous allons une petite question en présentiel avec Monsieur Christian Mourizard, qui est le président d'ADN Tourisme. Oui, voilà, tout à fait. Le micro, merci à vous. Il faudrait que vous appuyiez sur le micro, voilà. Voilà. C'est parfait, on vous entend. Donc, merci, je disais à messieurs les ministres d'avoir invité ADN Tourisme, qui est la nouvelle fédération qui rassemble l'ensemble des organismes de gestion de déplacement du tourisme institutionnel, que sont les CRT, les ADT et les officiers du tourisme. Donc, d'ailleurs, il y a eu de nouvelles venues dans notre conseil d'administration avec la présidente du CRT de la Guadeloupe et la présence aussi de M. Azedine Bouali, le président de la Fédération réunionnaise de tourisme, et qui m'a demandé de vous poser cette question. Quelles sont les mesures fiscales fortes pour pérenniser l'avenir de nos entreprises et développer l'investissement et la montée en gamme sur notre territoire ? Vous avez en partie, bien sûr, répondu, je pense, à l'ensemble de ces questions, mais je crois que dans l'aspect un peu spécifique du moment de ce qui se passe à La Réunion, je pense qu'il y a eu une forte demande de ce que pourront être effectivement les aides de l'État. Alors, il faut toujours évidemment définir les choses, parce que quand on dit fiscal, bon, il y a la fiscalité, donc. Bon, il y a quand même... Je crois que nous faisons partie d'un gouvernement qui baisse les impôts. Donc, je ne refais pas ce catéchisme-là, mais il est quand même important. Enfin, quand les impôts de production diminuent, c'est quand même mieux que lorsqu'ils augmentent. Et puis, lorsque l'État se substitue en plus à cela pour que les collectivités territoriales ne voient pas leurs recettes diminuer, ça va quand même dans le bon sens. Alors après, il y a un débat plus global, jusqu'à quel point il faut aller, etc. Pareil sur l'impôt sur les sociétés, mais enfin, ce qui est fait pour l'Hexagone est fait aussi pour les Outre-mer. Ça vaut également sur les impôts ménages comme la taxe d'habitation. Deuxième des choses, dans fiscalité, il y a la défisque. Pas tout à fait la même chose, même si évidemment tout ça finit par se rencontrer. Et les différents niveaux de défisque. Alors, la préfète directrice générale des Outre-mer instruit les différents dossiers de demande de défiscalisation, où d'ailleurs au passage... on a bien amélioré les choses en termes de temps de traitement, de réactivité, pour permettre de donner de la visibilité aux porteurs de projets, y compris quand c'est non. Dire non plus rapidement, c'est quand même le moindre des choses et le moindre des respects. Ça permet de reprendre un dossier, ça permet de trouver aussi quelques solutions avec le système bancaire, de voir si le projet peut fonctionner ou pas. Et de plus en plus, on va aussi vers un accompagnement sur mesure pour essayer d'expliquer aux porteurs de projets comment ça rentre dans les clous. Donc moi, je souhaite qu'on ait une méthode assez vite sur la réflexion autour de cette défisque, où au fond, quand il s'agit de construire des logements, on a du recul et on sait le faire de manière, je ne veux pas dire automatisée, ça me paraît un peu excessif, mais enfin on comprend. Je le disais tout à l'heure, dès que le projet devient un peu plus compliqué, c'est plus difficile. J'irai même plus loin, quand on construit du neuf, c'est plus facile que lorsqu'on réhabilite. Bon. Et ça, c'est un de nos gros enjeux, parce que précisément ce qui intéresse vos mandants ou vos adhérents, ce sont des gens qui veulent moderniser de l'existant. Donc là, on voit bien qu'il y a un nœud, je l'ai dit, je l'annonce cet après-midi, c'est la simplification ou faire varier les critères. Et puis allez, je le dis, peut-être aussi arrêter certaines défisques qui n'ont plus lieu d'être, parce que la défisque, c'est un truc d'effet levier. C'est fait pour rendre possible quelque chose qui ne l'aurait pas été autrement. Ou c'est fait pour faire une innovation ou aller à un niveau de qualité qu'on n'aurait pas pu faire sans la défisque. C'est pas un cadeau, la défisque, c'est un outil. Donc ça, je pense que c'est évidemment un sujet qui est assez noble. Puis derrière, il y aura aussi une réflexion à avoir avec les collectivités territoriales, parce que la fiscalité, c'est pas que l'État. C'est un élu local qui vous le dit. Donc avec Jean-Baptiste, de là où nous venons, on ne peut pas nous reprocher d'être dangereux jacobins, ne comprenant rien au territoire, aux collectivités territoriales et méprisant les élus. En tout cas, c'est un procès qu'il est compliqué de nous faire. Donc moi je le dis, toutes les politiques ne se valent pas. Et quand on voit les compétences désormais qui ont été données aux régions ou à la fusion des collectivités territoriales, comme en Martinique ou en Guyane, la fusion département-région,
je ne parle même pas des pays de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, mais il est clair que la stratégie qu'elles doivent adopter en matière de fiscalité ou d'accompagnement des entreprises, ça doit être complémentaire. Je m'arrête là, mais je vois la manière dont a été majoré les fonds de solidarité. C'est pas partout pareil. Ça dépend donc de choix locaux. C'est le principe de la décentralisation. Donc ça aussi, il faut que le monde économique, me semble-t-il, interroge et stimule le débat démocratique local pour faire en sorte aussi qu'il y ait quand même un accompagnement qui soit complet. Parce que si d'un côté l'État diminue sa fiscalité pour que de l'autre la fiscalité locale augmente, très franchement, on vient gommer un effet. Et puis au milieu de tout ça, c'est toujours le contribuable quand même qui est quelque part par là. Donc il faut quand même faire attention. Une incidente, mais pour saluer aussi l'action d'ADN Tourisme. Je disais, le tourisme, c'est une compétence qui est finalement très transversale, très partagée. Et j'ai connu un temps, naguère, où chacun avait sa propre organisation par strate, etc. Et ADN Tourisme a fédéré tout le monde, catalyser tout le monde. Chacun a naturellement des problématiques propres, mais il y a là une démarche qui s'apparente aussi à ce qu'on fait aujourd'hui avec le CSTOM. C'est faire en sorte que tout le monde soit vraiment autour de la table et qu'on y aille ensemble. Donc voilà, ça méritait d'être dit. Et merci, Président Morizard. Merci infiniment, merci à vous. Alors nous allons encore repartir dans les territoires et nous partons à la Martinique avec cette fois-ci non pas une question mais plus une proposition avec Madame Karine Roy-Camille du comité martiniquais du tourisme. Bonjour Karine, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectée? Elle n'est pas? Ah, très bien, très bien. Alors, je pense qu'elle n'est pas disponible. Alors, elle propose que Monsieur Mariton, Monsieur le Président, si vous voulez bien poser sa proposition, si vous en êtes d'accord. Mais vous savez, je peux vous l'apporter de suite. Voilà, on vous apporte le micro et... Ne vous inquiétez pas, ça permet à tout le monde de souffler le temps de se connecter. Effectivement, vos adhérents ont posé un nombre de questions importantes. Il y a une très bonne proposition. Voilà, ça concerne les saisonniers, tout à fait. C'est une proposition importante et qui rejoint effectivement l'UMICH de Guadeloupe. J'allais le dire, ne remplissez pas. Donc il y a une très bonne proposition de Karine Roy-Camille qui est d'articuler les saisons en métropole. Ah, le micro, n'hésitez pas. C'est bon, on vous entend bien? On me dit que non. Appuyez le micro, voilà. Nous, on l'entend, mais c'est pour... Il faut que nos territoires... Mais l'important, c'est que Karine Roy-Camille entende aussi. Donc, voilà. L'idée de Karine Roy-Camille est une excellente idée. C'est pour les saisonniers de favoriser la mobilité des saisonniers entre les saisons ultramarines et les saisons en métropole. En particulier sur le tourisme de bord de mer. On n'est clairement pas sur les mêmes saisons. La haute saison en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, c'est l'hiver. Il y a là des complémentarités à jouer. Et je trouve, et très franchement, je pense que dans des travaux du type de ceux que vous démarrez aujourd'hui, Monsieur le Ministre, il y a un certain nombre de grandes lignes à poursuivre, mais je pense que c'est bien aussi d'arriver à articuler les choses sur un certain nombre de propositions très précises ou de pistes très précises. Et je trouve que la piste de Karine Roy-Camille sur la complémentarité des saisons et donc la mobilité des saisonniers mériterait d'être retenue si vous le voulez bien. Merci Hervé et à travers toi, merci à Karine Roy-Camille pour cette proposition. Effectivement, au sujet des saisonniers, régulièrement avec Roland et Guy, on est confronté à ces difficultés de recrutement. Je vois deux pistes peut-être pour progresser. D'une part, on va mobiliser Georges Rudas, l'IFT, qui ont mis en place la plateforme Mon Emploi Tourisme, puisque ça vise aussi à rapprocher justement l'offre et la demande. Et puis, effectivement, moi je suis très favorable à ce qu'on puisse travailler peut-être à mettre en place une expérimentation, parce que ça ne peut être fondé naturellement que sur la base du volontariat. Il faut que les conditions soient réunies et ça pose la question en fait aussi naturellement du financement du transport. On voit que ça peut être un frein, mais le principe étant intéressant, je me retourne vers les équipes en disant que voilà, il faut qu'on voit avec le ministère du Travail si on peut mobiliser des crédits qui nous permettent, en tous les cas, par voie expérimentale, de tester la formule. Et puis, si le test est concluant, de voir comment on peut l'élargir. Mais voilà, j'ai envie de dire, adjugé. Entendu, c'est noté. En tout cas, voilà une proposition acceptée par nos ministres, enfin, en tout cas, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne.
bien évidemment, avec votre regard bienveillant. Nous partons, et là je demande de l'aide aux équipes de la DGOM qui ont beaucoup travaillé pour cet exercice. Nous allons bien à la réunion, n'est-ce pas? Que je ne demande pas au président de la FEDOM d'intervenir. Alors nous allons à la réunion avec Catherine Châtel, présidente de la commission tourisme de la FEDOM. Donc encore une adhérente de chez vous, monsieur le président, vous voyez. Pour entendre sa proposition ou sa question, madame Catherine Châtel, est-ce que vous êtes parmi nous, malgré la situation délicate et les conditions climatiques? Tout à fait. Pour l'instant, j'ai encore du réseau, donc ça va. Et j'ai entendu à peu près depuis le début toutes les interventions. Ah, super. Alors, bonjour Bienvenue. à tout le monde déjà sur le plateau. Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai retenu tout à l'heure que vous disiez qu'il fallait favoriser les échanges avec les bassins régionaux. Par ailleurs, nous savons que nos professions ont une grosse carence de formation linguistique pour tous nos jeunes qui arrivent dans l'emploi. Prenons de la hauteur et de la flexibilité. Nous voyons que nos régions sont entourées de pays non francophones. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, profiter de cette richesse culturelle et géographique et créer un Erasmus Tourisme Outre-mer, basé sur un programme linguistique d'échange et d'immersion de nos jeunes dans ces bassins régionaux limitrophes, que sont l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et que sais-je autour de ces régions. Ça leur permettrait déjà, de mieux connaître leurs régions limitrophes, dont très souvent ils sont issus, et également d'éviter de les envoyer en Europe, et à ce moment d'avoir certainement un coût moindre, mais surtout beaucoup plus enrichissant au niveau limitrophe. Là-dessus, effectivement, c'est un sujet que j'avais aussi touché du doigt lorsque je m'étais rendu à La Réunion. Et d'ailleurs, il y avait, en termes de formation, un beau projet qui a été lancé, puisque dans le cadre de la Commission de l'océan Indien, et vous savez que la France a la présidence cette année, a été lancée une forme d'Erasmus de l'océan Indien articulée autour de l'Université de La Réunion. Et donc tout ça pour dire que cette philosophie-là, on l'a vraiment à cœur. Et je sais que Sébastien, dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne aussi, a veillé à transmettre à la Commission européenne un certain nombre de préoccupations communes aux pays ayant des RUP. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal. Et justement, nous avons proposé une déclinaison du programme Erasmus+, par bassin géographique, pour faire en sorte que on puisse bien ancrer cette logique d'échange. Et donc, on va travailler d'arrache-pied. Il pourrait y avoir une expérimentation, justement, dans le cadre de la programmation des crédits européens 2021-2027. Donc, c'est un sujet qui est, bien identifié, 2, bien engagé. Et donc, là aussi, on veillera à aller au résultat ensemble avec Sébastien. Merci infiniment, monsieur le ministre. Alors, comme vous avez pu être concis dans les questions, nous avons le temps de prendre 2 dernières questions. Alors, je vais interroger monsieur Mas, qui est juste à côté de vous, le temps que le micro arrive, qui va pouvoir se présenter à l'ensemble des participants. Voilà, Jean-Pierre Mas. Une question concise. Oui. On appuie dessus. Le petit bouton. Merci infiniment. Président des entreprises du voyage. Je voudrais justement rebondir sur la Réunion et une demande spécifique des opérateurs de voyage de la Réunion qui regrettent de ne pas être associés aux opérations et aux projets de développement touristique de l'île. Notamment, ils n'ont pas été associés à la rénovation de l'aéroport de Gilo. Et la lourdeur des prises de décision locales font par exemple qu'il n'y a toujours pas de toilettes au volcan, ce qui nuit ça a l'air de rien, mais ça nuit à la qualité touristique de l'accueil de ce lieu hautement touristique. Et puis, peut-être un mot, monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'image est durablement abîmée, l'image des Outre-mer est durablement abîmée? Alors, ma réponse de professionnel du voyage est oui, clairement oui, parce que je vois ce qui se passe ailleurs. J'étais la semaine dernière en République dominicaine. 10% des visiteurs sont russes. Les Canadiens sont majoritaires. Les Russes ne sont jamais venus aux Antilles françaises et les Canadiens n'y viennent plus. Ou ils viennent beaucoup moins, tout au moins. Donc on a un vrai problème d'image. Il y a un problème, mais sur lequel il faut se battre ensemble. Et cette réunion est déjà un point très positif d'amélioration de l'attractivité.
Jean-Baptiste, tu parlais des protocoles croisières. C'est excellent ce qui a été fait. Mais la saison des croisières aux Antilles, elle est perdue. Elle commence en novembre et finit en avril. Elle est définitivement perdue. Plus de 300 000 croisiéristes arrivent chaque année à Martinique. Donc il y a un problème d'amélioration de l'attractivité. Et cette amélioration de l'attractivité, elle passe par plusieurs moyens que vous connaissez, mais qu'il faut vraiment mettre en œuvre, qui vont de la différenciation à l'établissement de critères de qualité, peut-être la certification, à des opérations de pilotage, à des sensibilisations de la population. Et là, il y a un sacré boulot à faire, à des démarches de formation d'excellence que tu as évoquées à l'instant. Donc il y a vraiment beaucoup de travail auquel nous sommes disposés à nous associer. Bon, sur le premier point, ce qui relève de l'État, évidemment, on fera passer le message au préfet pour coordination et association des acteurs locaux. Quand ça relève des collectivités territoriales, et si ma mémoire est bonne, le volcan, c'est le conseil départemental ou le conseil régional, je ne sais plus laquelle des deux collectivités historiquement est compétente sur le sujet, mais on peut également faire passer le message. Bon, merci de répondre à cette question que j'ai lancée un peu comme ça en l'air au début, en introduction, parce que on peut faire tous les plans de la Terre, tous les plans de formation, tous les PGE, tous les fonds de solidarité, des milliards d'euros, peu importe. Enfin, je veux dire, le tourisme, il y a une dimension psychologique, une dimension humaine, une dimension de séduction, une dimension d'envie. Le temps libre est rare, l'argent l'est aussi. Donc, où est-ce qu'on a envie de dépenser le peu d'argent qu'on a dans le peu de temps qu'on a ? On est dans quelque chose qui est dans la même relation qu'à la table, quel restaurant on pousse, etc. Enfin, c'est quand même la différence avec beaucoup d'autres secteurs économiques. Il y a une dimension éminemment humaine. Donc, il y a une séduction à opérer. Je pense qu'il va falloir qu'on assume un peu plus le mot séduction. Et donc être séduisant. Et je vous le dis comme je le pense, si j'étais dur et ferme en Guadeloupe au mois de novembre dernier, c'était aussi pour cette raison. Et je l'ai dit d'ailleurs à un certain nombre d'acteurs économiques ou aux élus, que lorsqu'on ne condamne pas clairement la violence, quand on ne donne pas clairement l'impression qu'au fond ce n'est jamais qu'une minorité qui agit et que la majorité silencieuse, elle, est bel et bien à sa place, un doute s'installe à l'extérieur des frontières du dit territoire. Et pas de langue de bois, les chiffres à La Réunion ne sont pas les mêmes qu'aux Antilles ces derniers mois. De là où je suis, ou de là où est Hervé, par exemple, comme patron de la FEDOM, on ne peut pas ne pas le voir. Et ce n'est pas que les règles liées aux mesures barrières sur la Covid-19. C'est sûr que l'actualité aux Antilles au mois de novembre dernier n'était pas la meilleure des incitations à un touriste pour mettre le peu d'argent qu'il a, dans le peu de temps qu'il a, pour venir passer ses vacances à Noël. Et donc, ma question initiale, quelle cible ? Parce que heureusement qu'on avait les affinitaires. Parce que ce sont les affinitaires quand même qui ont évité le décrochage et le drame complet sur les Antilles. Je mets Saint-Barth de côté, qui obéit à d'autres mécanismes et d'autres flux. Mais donc je pense aussi qu'il faut appeler maintenant aussi tout à chacun à la responsabilité. Et c'est vrai que moi et nous, et donc le président de la République, on a aussi besoin d'entendre le monde économique donner de la voix. Enfin, je pense vraiment. Alors donner de la voix vis-à-vis des ministres, ça c'est bien naturel, quand il faut ajuster des choses, quand le compte n'y est pas, non mais c'est l'ordre des choses et vous ne vous en privez pas et vous avez bien raison. Mais enfin aussi pour s'adresser au reste de l'écosystème. Quand vous êtes banquier, prêter facilement à un opérateur aux Antilles aujourd'hui, à terme, ça sera de plus en plus difficile. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Donc le sens aussi de ce que nous avons collectivement cherché à faire et de ce que j'ai cherché à faire lors de la gestion de cette crise, qui était au fond une crise d'ordre public, une crise sociale à l'hôpital. C'était absolument pas 2009, même si d'aucuns auraient aimé nous y enfermer, par nostalgie pour les uns ou par volonté de revanche pour les autres. Si on n'est pas tombé dans tous les pièges, justement, au mois de novembre dernier, c'est parce qu'il y avait aussi quelque chose à défendre. Et cette défense, c'était aussi la réputation des Antilles à l'extérieur. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise. C'est pour ça que je me suis permis aussi de refaire passer des messages sur la vaccination, parce que sans quoi, on aura un décrochage. Et tous les fonds de solidarité et toutes les mesures d'accompagnement de la Terre ne viendront pas répondre à un décrochage. On pourra toujours amortir le choc, mais on ne compensera pas un décrochage. Donc là, c'est le moment de bâtir une relance. Et cette relance, elle devra prendre aussi un visage particulier aux Antilles, singulièrement. Dans une autre mesure, Guyane et Mayotte, continuer de tracer le chemin, notamment sur un tourisme plus écolo, plus durable, plus en lien avec une pratique sportive. Des choses fonctionnent bien et doivent continuer à être encouragées. Bref, pour chaque territoire, il faut avoir une stratégie, mais je ne cache pas que sur Martinique et Guadeloupe,
il faut que chacun fasse preuve de responsabilité, sans quoi il y aura des lendemains difficiles. Un mot en complément. Finalement, Sébastien évoquait cette nécessaire séduction ou attractivité, et ça nous rappelle, si jamais on l'avait oublié, que du haut de notre première place de destination dans le monde, eh bien, nous devons faire face aussi à une compétition, à une concurrence. Et que je pense que la sortie de crise, elle va quelque part encore exacerber cela. On l'a vu d'ailleurs avec les budgets de promotion qu'un certain nombre de destinations ont mis sur la table. C'est reparti de façon très forte de ce point de vue-là en termes de moyens alloués. Et donc moi je me bats contre une idée reçue selon laquelle justement, comme on est la première destination en termes de tourisme, finalement ça serait un peu une économie de la cueillette. Il suffit de se baisser pour ramasser des recettes. Non, tout ça a besoin d'être structuré d'un point de vue de formation, d'emploi, effectivement, de ressources humaines, etc. Et puis aussi en termes d'infrastructure. C'est pourquoi on a mis le paquet encore une fois, sur des crédits pour répondre à tous ces défis, à tous ces questionnements. Parce que si dans chacun des territoires de France, métropolitaine ou ultramarine, on ne se saisit pas de ces outils et qu'on ne fait pas, on n'améliore pas et nos infrastructures et notre accueil, etc., on n'aura que nos yeux pour pleurer, parce qu'à côté, je peux vous dire qu'ils mettent le paquet, un certain nombre de destinations, tu évoquais la République dominicaine, et que voilà, nous-mêmes, on doit du coup hausser notre niveau de jeu, si je puis dire, et c'est ça qui nous permettra de conforter notre place de premier mondial, et puis une place qu'on veut aussi, je dirais un peu pionnière. On ne veut pas seulement être les premiers, on veut être aussi les premiers en matière de tourisme durable, et pour ça, il y a un ADN dans les territoires ultramarins qui est formidable, des atouts de dingue, pardon de le dire comme ça. Et donc, je pense qu'on peut aller effectivement au résultat. Mais merci Jean-Pierre, parce que voilà, il ne faut pas qu'on se regarde que nous, il faut qu'on se regarde nous dans un environnement. Et cet environnement, je peux vous dire qu'il est très dynamique. Je vous prends un exemple. Il y a des pays qui, il y a 30 ans, n'existaient pas sur la carte du tourisme. Je prends les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, en 1990, ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'exposition universelle, elle est là-bas. C'est désormais, beaucoup de compatriotes d'ailleurs sont partis cet hiver aux Émirats. C'est devenu une destination tourisme d'affaires, une destination tourisme de loisirs, et tout ça s'est fait en 30 ans. Et aujourd'hui, je vous annonce que leurs voisins, l'Arabie Saoudite, ils sont en train de mettre des dizaines de milliards pour se structurer en destination mondiale. La France, d'ailleurs, y contribue à travers un certain nombre... Notre expertise, elle est recherchée. Nos entreprises sont recherchées pour cela. Mais tout ça pour dire que on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et c'est donc l'objet du plan, c'est l'objet de cette réunion avec Sébastien, avec vous toutes et vous tous, pour qu'on aille de l'avant et pour qu'on aille faire en sorte que cette richesse, elle demeure, elle s'accroisse et qu'elle ait encore plus de retombées sur vos territoires. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. En tout cas, derrière ça, un programme très volontariste. Vous avez parlé des Émirats Arabes Unis. En tout cas, on le sait, Monsieur Géroncel derrière pourra me conforter. Il y a des liaisons directes avec La Réunion, justement, en ce moment, jusqu'au mois de mars, toutes les semaines, pour faciliter ces liaisons. Alors, je vais justement me tourner vers Monsieur Géroncel, qui est Maurice Géroncel, le président de la CCDOM, et sur cette carte-là qu'il va intervenir, puisqu'il a de multiples casquettes. Je ne rappelle pas ces multicasquettes d'élu, maire de Sainte-Suzanne, président de la CINOR, président d'Interco. Voilà, je l'ai dit, et vous allez intervenir sur la question du tourisme, puisque la CCDOM s'est très impliquée dans la question du tourisme. C'est à vous, Monsieur Géroncel. Je suis désolée, je dois me tourner et faire... Non, voilà. Pas grave. Merci, messieurs les ministres. Merci également, Monsieur le ministre Mariton. Vous étiez à La Réunion il n'y a pas longtemps avec nous, d'ailleurs. Et je pense que, tout d'abord, pour dire que d'avoir été invité pour ce comité stratégique du tourisme en Outre-mer. Alors hier, je me posais la question, hier matin, en président donc en tant que maire de Sainte-Suzanne, le plan Rossec pour le cyclone qui passe sur la Réunion à 200 km environ de la Réunion, pour voir s'il fallait quand même que je fasse ce déplacement. Donc, avec mes équipes et tout, on a décidé quand même et en accord également avec Madame la sous-préfète et tout, on a dit bon. Donc je suis donc venu. Et je pense que ce qui est intéressant à souligner, c'est que la CCDOM, que je préside, j'ai participé également à sa création. Ça ne me rajeunit pas non plus. Il y a 30 ans. La CCDOM, donc c'était à Paris, à l'hôtel Mercure Montparnasse d'ailleurs, ça a été créé. Donc, pour vous dire qu'avec les maires comme Paul Vergès, il y avait Élie Waro, il y avait Gilles Bernett,
et Aimé Césaire, il y avait pas mal de maires à l'époque. Donc ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, c'est important de dire que la CCDOM, c'est une institution, une association qui regroupe quelques 111 collectivités des Outre-mer. Et donc, il y a toujours œuvré donc, pour faire en sorte que nous ayons donc, ce tourisme durable et solidaire, notamment dans le domaine du tourisme. Nous avons donc fait une étude avec l'aide de la Banque des Territoires, avec également l'aide du ministère des Outre-mer à travers sa subvention pluriannuelle. Nous avons pu faire cette étude avec un cabinet guadeloupéen qui s'appelle Aiguillage. Et donc, cette étude est intégrée également à l'étude et à la réflexion qu'a menée également le FEDOM concernant la résilience et le plan de reconquête stratégique de tourisme en Outre-mer. Donc, nous devons, là aussi je répète, faire face à des crises locales et internationales. Mais nous souffrons également d'un manque d'ingénierie touristique, ça a été dit, je le rappelle, pour rebondir face aux crises, crise requin, crise gilet jaune, sargasse, ouragan Irma, crise politique dans le Pacifique, et bien sûr, l'a dit également, messieurs les ministres, la crise Covid. C'est pourquoi notre étude avec le cabinet Aiguillage a pour but, non pas de faire une étude de plus, cette étude a pour but donc d'être en partenariat avec tous les acteurs du tourisme, tous les acteurs également du développement durable, et surtout également avancer avec Atout France. Nous voulons être complémentaires d'Atout France, et surtout également qu'on soit également accompagnés. Et nous disons également, notre souhait, c'est qu'effectivement, qu'on fasse avec les Outre-mer et non pour les Outre-mer. Vous direz, mais c'est peut-être la même chose. Non, pas forcément. Pas forcément. Et donc, je terminerai rapidement pour dire que, je répète donc que ces travaux de la CCDOM viennent en complément des actions menées par Atout France. Et la CCDOM est un acteur en capacité à coordonner l'écoute des parties prenantes du tourisme. Et nous sommes pour renforcer, bien sûr, ça a été dit également, ce qu'on appelle les secteurs du tourisme, les professionnels du secteur, les CRT, les CDT, les intercommunalités, les collectivités, et assurer un portage politique du local vers le national. Et ce, je répète, faire avec les Outre-mer et non pour. Une indispensable collaboration de la CCDOM et Atout France pour une meilleure prise en compte des besoins des territoires, que ce soit en termes de promotion que d'ingénierie touristique. C'est très très important parce que souvent on en a besoin. Et ensuite, enfin, un nécessaire besoin de soutien financier pour aboutir à la réalisation pérenne des préconisations liées à l'étude. Je répète que la première partie donc, a bénéficié d'un cofinancement avec la Banque des Territoires et le ministère de l'Outre-mer. Voilà, donc vous avez compris. J'ai fait ce déplacement, malgré ce qui se passe à La Réunion. Rassurez-vous, je suis quand même en contact avec mes collègues et mes camarades de La Réunion. Je sais que monsieur le ministre vient également à La Réunion. Donc tout à l'heure, j'aurai le plaisir également, donc je n'ai pas pu vous le donner la fois dernière, de ramener, je ramenais également pour le ministre de l'Outre-mer, notre médaille des 30 ans de la CCDOM. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci le Président Gironcel. En tout cas, vous avez souhaité travailler ensemble. C'est le souhait des ministres, en tout cas, travailler avec Atout France. Je ne veux pas répondre à leur place, mais je pense que c'était le but de ce comité, de cette installation de ce comité stratégique des Outre-mer. Merci. Il n'y a plus qu'à. Je pense que ça cadre bien les enjeux de court terme, de moyen terme et de long terme. Merci à Maurice d'être revenu sur les enjeux de l'étude, parce que ça reboucle avec la nécessaire résilience dont je parlais dans mon propos introductif sur les cibles de demain, les investissements attendus, et puis au fond une vraie stratégie territoire par territoire, parce que dire le tourisme, c'est très vague, les Outre-mer, c'est très vague, le tourisme en Outre-mer, c'est un peu moins vague, mais en revanche, le tourisme par destination en tant que tel, là on commence à rentrer dans quelque chose de sur-mesure, de pluridisciplinaire, en n'oubliant pas effectivement des secteurs sur lesquels, à mon avis, on doit pouvoir faire mieux. J'ajouterai un tout dernier point, y compris sur les questions touristiques, il y a un enjeu de souveraineté, de toutes les évidences, parce que le tourisme participe à un équilibre économique qui finit par compléter les choses. Tout se connecte. C'est compliqué de mettre de l'argent sur la transformation agricole pour développer un marché intérieur, par exemple, à La Réunion,
si on n'a pas un marché de consommation qui se tient. Or, les touristes participent à ce marché de consommation. Le problème de Paris, c'est que bien souvent, on oublie ce que c'est qu'un système économique insulaire. Et donc, quand on fonctionne dans une île, par définition, les équilibres et les rencontres entre l'offre et la demande sont bien particuliers et que l'apport des touristes, évidemment, l'apport ou le non-apport, malheureusement, peut être une source de grande déstabilisation. Voilà. En tout cas, merci pour tout cela. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour ce temps d'échange important accordé aux différents acteurs, à la fois dans les territoires et sur place. Nous allons maintenant visionner un film réalisé par Atout France. Madame Caroline Leboucher, vous êtes la directrice générale d'Atout France. Pouvez-vous, avant le lancement, nous dire juste quelques petits mots, s'il vous plaît? Oui, merci. Bonjour, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus. Mesdames et messieurs, on a parlé de séduction, on a parlé d'attractivité pour les territoires ultramarins, on a parlé de différenciation. Je voudrais vous faire une courte invitation au voyage autour du monde, dans les territoires ultramarins, avec un film réalisé avec les territoires ultramarins, avec l'ensemble des comités régionaux du tourisme, qui présente un nouveau regard sur ces territoires ultramarins, en mettant en avant vos atouts culturels, et naturel, et qui met en avant également votre engagement pour un tourisme durable et responsable, très important pour la différenciation de vos territoires par rapport à vos concurrents. Et donc, ce film qui a été présenté à la presse internationale en novembre dernier va continuer à évoluer grâce à vos ajouts. Et encore une fois, ça a été réalisé avec vous, pas seulement pour vous. Je vous invite tout de suite à ce court voyage autour du monde. Merci. Merci infiniment, Madame la Directrice Générale. Nous lançons le film et on se retrouve juste après pour la deuxième séquence qui est très importante. De nombreux acteurs seront encore parmi nous. Merci à vous et c'est parti pour ce merveilleux film. Partons en voyage à la découverte de la France d'outre-mer. À travers ces destinations exceptionnelles, aussi bien pour leur biodiversité que pour la préservation de leurs espaces naturels uniques au monde. Elles présentent toutes des valeurs fortes de l'écotourisme et du tourisme durable. La Martinique, les îles de la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti et ses îles, mais aussi des joyaux plus confidentiels aux splendeurs encore inexplorées. De l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'océan Indien, les territoires français d'outre-mer offrent une nature préservée, des cultures riches et variées. Ces territoires rassemblent près de 3 millions d'habitants et offrent pour chacun d'entre eux un formidable patrimoine écologique. Si la France est la première destination touristique à l'international, les territoires d'outre-mer vont apporter d'abord de la diversité, ensuite un mélange à la fois de culture française, européenne, avec tous les aspects notamment sanitaires et de sécurité que cela représente, et aussi une touche d'exotisme avec les savoir-faire et la culture locale. Et puis bien sûr, ce sont des réserves en termes de biodiversité absolument extraordinaires aux quatre coins de la planète. Les territoires d'outre-mer présentent de réels atouts de séduction par rapport à d'autres destinations sur le segment du tourisme durable et culturel. Des valeurs au cœur de leur ADN concrétisées par une réserve de biodiversité unique, combinées à des dispositifs de préservation de la nature reconnus au niveau international. En ce qui concerne la biodiversité, quelques chiffres. 97% de l'espace maritime français, 80% de la biodiversité française et 13 000 espèces endémiques. En ce qui concerne les dispositifs de préservation, nous avons d'abord 17 réserves naturelles qui sont protégées, 5 sites naturels classés à l'UNESCO, mais également sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, un certain nombre de savoir-faire locaux, comme par exemple l'art du tatouage de Tahiti. Ces territoires sont à l'origine de patrimoine matériel et immatériel qui constituent une richesse authentique pour la culture française. All of the French overseas territories do have some degree of what I would say is a positive isolation. It means that a culture has time to develop of itself, a strong sense of identity, a strong sense of local pride, combined with this strong French atmosphere and influence as well, is obviously quite unusual in the world, but it's something that all of these territories do very much have in common. Ces
destinations font le bonheur des touristes qui peuvent profiter de leur ensoleillement tout au long de l'année, de leur richesse naturelle et culturelle et enfin de leur touche française à des kilomètres de l'Hexagone. Les visiteurs seront par ailleurs assurés par les structures sanitaires, sécuritaires et par les systèmes de transport aux normes et aux standards européens. La grande variété et la diversité de chacun de ces territoires constituent autant d'atouts essentiels de la destination France.